Un matin, je me suis levé, et mes jambes ont refusé d'obéir. Plus de force, plus d'équilibre, plus de dignité. Était-ce ainsi que tout devait se terminer? Ce que j'ai découvert ensuite m'a sauvé, et pourrait vous sauver aussi. Je suis le docteur Henri Lafontaine. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé la médecine générale dans une petite commune près de Lyon. J'ai vu passer des milliers de patients, de douleurs, de diagnostics, de silence aussi. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas écrit dans les manuels. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à la faculté. C'est une leçon que j'ai reçue bien plus tard, à ma retraite, dans le silence d'une maison devenue trop calme, et dans le cri muet d'un genou qui ne voulait plus plier. Je me souviens de ce matin comme d'un séisme intime. Il faisait encore sombre. Mon épouse dormait paisiblement à mes côtés. J'ai voulu me lever, comme tous les jours, doucement, pour ne pas la réveiller. Mais à peine ai-je tenté de poser le pied gauche au sol que quelque chose s'est figé. Mon genou gauche, soudain, ne répondait plus, comme si un verrou invisible venait de se refermer à l'intérieur de moi. J'ai cru à une crampe, un faux mouvement, mais non. En essayant de forcer, une douleur sourde, brutale, m'a traversé la rotule comme un éclair froid. J'ai glissé sur le bord du lit, haletant, le dos trempé de sueur, les mains tremblantes à vouloir me hisser sur mes appuis. Et je suis resté là, assis, les pieds sur le sol froid, incapable de me redresser sans hurler de douleur. Ce matin-là, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas la douleur elle-même qui vous brise, c'est ce qu'elle vous vole. Elle vous vole l'élan, l'assurance, l'intimité du geste simple. Se lever, marcher, faire chauffer l'eau pour le thé, devient soudain un défi immense. Et derrière la peur physique, c'est une peur plus profonde encore qui surgit, celle de devenir un poids. J'ai pensé à ma femme, qui a son souffle fragile, ses médicaments à heure fixe. J'ai pensé à mes enfants, dispersés aux quatre coins de la France, que je ne veux pas déranger. Et cette question est venue, brutale, sans prévenir. Et si je ne pouvais plus jamais marcher seul? À cet instant, je n'ai pas eu peur de mourir. Non, ce que j'ai ressenti, c'est la peur de perdre ma liberté, la peur de devoir demander, dépendre, attendre. Moi qui ai toujours été debout, utile, en contrôle. J'étais là, à fixer les premiers rayons du jour, traverser les rideaux. Et je me suis dit, et si c'était le début de la fin? Mais ce n'était que le début d'autre chose. Quelques heures plus tard, ma fille Claire est arrivée. Elle est infirmière à Villeurbanne. Elle a l'œil, l'instinct. Elle m'a observé marcher à petits pas, m'asseoir en retenant un gémissement. Elle a posé sa main sur la mienne, calmement, et m'a dit cette phrase qui a tout changé. « Papa, ce n'est pas juste l'âge. Tu manques de quelque chose que personne ne t'a jamais dit. » J'ai haussé un sourcil. Elle a continué. « Tu manques de collagène. » J'ai failli rire. Le collagène, cette chose pour les crèmes de beauté, pour les actrices qui veulent rester jeunes? Mais elle m'a regardé droit dans les yeux. Non papa, le collagène ce n'est pas du luxe, c'est un matériau fondamental. C'est ce qui tapisse tes cartilages, tes tendons, tes ligaments. C'est le ciment de tes articulations. Sans lui, le corps s'écroule de l'intérieur. Et là, je me suis tu. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle disait vrai. Mon corps ne tombait pas en ruine parce qu'il était vieux. Il tombait en ruine parce qu'il manquait de matériaux pour se réparer. Je suis resté silencieux, songeur. Moi qui pensais qu'il suffisait de manger équilibré et de faire un peu de marche pour bien vieillir. J'avais tout bon, sauf l'essentiel. On m'avait appris à soigner les autres, mais je ne savais pas comment me reconstruire moi-même. Cette révélation m'a bouleversé. Et plus encore, lorsque Claire m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'acheter des gélules hors de prix ou des boissons miracles. Non papa, tu peux réparer ton genou avec des aliments simples, des recettes de grand-mère, des soupes, mais pas n'importe lesquelles. Je me suis senti honteux, car ces soupes-là, je les connaissais. Celles que ma mère préparait quand j'étais petit, quand quelqu'un était malade. Pâtes de poulet, bouillon d'os, haricots noirs, gingembre, toutes ces choses que j'avais reléguées à des souvenirs d'enfance, que j'avais méprisées par excès de modernité. Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'était pas trop tard pour inverser la pente, que la réponse n'était pas toujours dans les prescriptions, mais parfois dans la casserole. C'est ce que je vais vous raconter dans cette série de vidéos. Pas des miracles, pas des théories, des histoires vraies, des plats simples et des articulations qui reviennent à la vie. Si vous, aussi, un matin,
vous avez eu peur de ne plus pouvoir vous lever seul, je vous invite à rester avec moi, parce que ce que vous allez entendre pourrait changer vos genoux et votre regard sur la vieillesse. Et si ces quelques mots vous ont parlé, alors je vous demande une seule chose, abonnez-vous à cette chaîne, pour m'encourager à continuer, pour que d'autres puissent aussi découvrir ce que j'ai appris parfois trop tard. Votre soutien, c'est ma plus belle ordonnance. Petit exercice de réflexion. À vous de jouer. D'après vous, quelle est la première cause des douleurs articulaires après 60 ans? A. Le vieillissement naturel. B. La perte silencieuse de collagène dans les articulations. Écrivez votre réponse en commentaire. A ou B, et dites-moi pourquoi. Je lirai chacune de vos réponses. C'est ainsi que nous bâtirons ensemble un espace de santé et de partage. Médecin à la retraite après plus de 4 décennies au service des autres. Et pourtant, malgré toutes ces années passées à ausculter, prescrire, expliquer, j'ai découvert, bien tardivement, qu'il existe des vérités que même les médecins ignorent. Des vérités qu'on ne nous enseigne pas à la faculté et qui ne figurent pas sur les ordonnances. Le collagène, par exemple. Je l'ai longtemps associé, comme beaucoup, à une préoccupation esthétique réservée aux femmes, une molécule cosmétique, un ingrédient marketing pour crèmes anti-âge. Jamais je n'aurais cru qu'il puisse être la clé de ma propre autonomie. Ce jour où ma fille m'a parlé de collagène, je l'avoue, j'ai d'abord souri avec indulgence. J'étais persuadé que mes douleurs n'étaient qu'une conséquence logique de l'âge. Un genou douloureux à 72 ans, après une vie active, ce n'était pas une anomalie. C'était le temps qui faisait son œuvre, pensais-je, une usure inévitable. Mais Claire, ma fille infirmière, m'a regardé avec ce regard précis, celui d'une professionnelle qui connaît les faits. Elle m'a ouvert un monde que je n'avais jamais songé à explorer, celui de la biologie silencieuse du vieillissement. Elle m'a expliqué, documents à l'appui, que le collagène n'est pas un luxe pour les coquettes, mais un élément structural fondamental, aussi essentiel que le calcium ou la vitamine D, et que, passé 60 ans ensuite, notre organisme en produit de moins en moins. Ce que j'ignorais, c'est qu'il existe plusieurs types de collagène et que celui qui nous concerne directement, le type 2, est celui qui compose les cartilages articulaires, les disques intervertébraux, les ménisques, les ligaments. En d'autres termes, tout ce qui nous permet de nous mouvoir, de plier, de porter, de vivre debout. Or, cette forme de collagène ne se renouvelle plus naturellement avec la même efficacité chez les personnes âgées. Pire encore, les signaux de son effondrement sont discrets au début. On pense à un mauvais matelas, au froid, à un excès de jardinage. Puis un jour, on ne peut plus descendre les escaliers sans douleur. J'ai lu les études, j'ai relu mes carnets de médecin, non pas pour prescrire, mais pour comprendre. Et j'ai compris que le manque de collagène ne provoque pas que des rides. Il ronge littéralement nos articulations. Il les prive de cette couche souple, fluide, qui empêche les os de frotter l'un contre l'autre. Sans cette protection, l'os attaque l'os. La douleur s'installe, puis l'inflammation, puis la peur de bouger. Mais là où cela devient réellement dramatique, c'est que dans la majorité des cas, on traite les conséquences, mais jamais la cause. On prescrit des antalgiques, des anti-inflammatoires, parfois de la kinésithérapie, mais on oublie de nourrir le tissu articulaire. On oublie de redonner à l'organisme ce dont il a besoin pour réparer. Parce que personne ne parle de collagène dans les soins quotidiens des personnes âgées. Parce que le mot fait peur ou semble inutile. Et pourtant, la solution est souvent plus simple qu'on ne le pense. Pas besoin de compléments hors de prix ou de pilules miracles. Le collagène type EEC1 peut être retrouvé dans des aliments traditionnels, des préparations que nos grands-mères faisaient sans le savoir, des bouillons, des soupes lentes, des plats mijotés à base d'os, de peau, de tendons. Ma fille me l'a expliqué d'une phrase que je n'oublierai jamais. « Tu as bien mangé toute ta vie, papa, mais tu n'as pas nourri ce qui se détruisait silencieusement en toi. » Cette phrase m'a bouleversé, parce qu'elle était vraie. Je mangeais équilibré, je faisais attention au sucre, au gras, au sel. Mais je ne mangeais rien qui pouvait reconstruire mon cartilage, parce que ces plats riches en collagène avaient disparu de ma cuisine. Trop longs à préparer, trop associés à la pauvreté d'autrefois. On avait troqué nos bouillons contre des soupes industrielles.
nos pieds de veau contre du blanc de poulet, nos os à moelle contre des steaks hachés. Alors j'ai commencé à m'interroger. Et si le progrès nous avait fait oublier l'essentiel? Et si nous avions perdu, au nom de la vitesse et de la modernité, les clés de notre propre maintien en bonne santé? Le collagène est une matière vivante. Il a besoin de temps, de chaleur, de mijotage pour se libérer dans les aliments. C'est pourquoi il faut revenir à des modes de cuisson lents, aux soupes du dimanche, au bouillon du soir. Et il ne suffit pas de consommer du collagène passivement. Le corps a aussi besoin de vitamine C, de zinc, de cofacteurs pour pouvoir l'absorber et le transformer. Ce n'est donc pas un simple changement alimentaire, c'est une philosophie du soin, un retour à une logique oubliée, nourrir au lieu de masquer. Accompagner le corps dans ses besoins au lieu de le contraindre au silence. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je me sens plus médecin que jamais. Non pas pour prescrire des médicaments, mais pour transmettre ce que j'ai appris dans ma propre chair. Il m'a fallu perdre l'usage de mon genou pendant un matin entier pour ouvrir les yeux sur ce que des milliers de patients m'avaient peut-être murmuré à travers leur douleur. Je vous le dis, avec tout le sérieux de ma blouse blanche et toute la vulnérabilité de mes années, le collagène n'est pas une option. Il est vital, et si vous ne lui donnez pas sa place dans votre assiette, il finira par se faire remarquer dans vos articulations au moment où vous vous y attendrez le moins. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des plats qui m'ont permis de retrouver l'élan, la souplesse, le plaisir de marcher, des soupes de mémoire, des bouillons de renaissance. Mais avant cela, posez-vous cette question sincère. Depuis combien de temps n'avez-vous pas nourri vos articulations? Médecin généraliste à la retraite, et je dois vous avouer quelque chose que je n'ai jamais osé dire à mes patients. Pendant des années, j'ai sous-estimé la puissance de la cuisine. Pas celle des plats gourmets, ni des régimes à la mode, mais celle des recettes lentes, modestes, ancestrales. Celles que l'on trouve dans les vieux carnets tachés de graisse. Celles que nos grands-mères préparaient sans savoir qu'elles fabriquaient des remèdes. Après avoir compris à quel point la perte de collagène avait abîmé mes articulations, j'ai eu une réaction très humaine. Je me suis demandé s'il était trop tard, si à mon âge il était encore possible de reconstruire quelque chose que le corps avait lentement oublié de produire. Et c'est là que Claire, ma fille, m'a tendu une réponse qui m'a bouleversé. « Papa, tout n'est pas perdu, mais il faut manger autrement. Il faut nourrir ton corps comme on rebâtit une maison, avec les bons matériaux. » Elle ne m'a pas prescrit de compléments alimentaires hors de prix. Elle ne m'a pas envoyé dans une clinique, non. Elle a ouvert le réfrigérateur, puis le vieux cahier de recettes de ma mère, et elle m'a dit simplement « On va commencer par une soupe. » Ce fut la soupe de pâte de poulet aux papayes vertes. Rien de spectaculaire, mais au bout de quelques cuillères, un souvenir ancien m'est revenu, celui d'un hiver de mon enfance, où ma mère m'avait préparé ce même plat alors que j'étais grippé. Je me souvenais de la texture fondante, du bouillon légèrement sucré, du parfum subtil du gingembre. À l'époque, je pensais que c'était juste pour le goût. Maintenant, je comprenais que c'était un soin. J'ai donc commencé cette routine. 3 fois par semaine, une soupe maison, toujours différente, mais toujours avec le même objectif, apporter du collagène naturel, de manière biodisponible, dans un corps qui ne savait plus en produire suffisamment. Il y a eu la soupe de tendon de bœuf au lotus, longue à préparer, certes, mais quel trésor. Le tendon bien mijoté devient tendre comme une confiserie salée. Et le lotus, au goût délicat, aide à apaiser les inflammations. Ce plat m'a fait du bien. Profondément. J'ai ressenti moins de raideur au réveil, une sorte de fluidité retrouvée dans mes gestes. Puis est venue la réhabilitation de la peau de poulet. Oui, vous avez bien lu. Pendant des années, j'avais rayé cet aliment de mon alimentation, terrorisé par le cholestérol. Mais cuite doucement, sans friture, accompagnée de gingembre frais ou de curcuma, la peau de poulet est une mine de collagène et d'élastine. C'est ce plat, je crois, qui m'a redonné confiance, parce qu'il m'a prouvé que ce que j'avais longtemps rejeté pouvait devenir un allié, si je savais le préparer avec soin. Un jour, c'est mon arrière-petite-fille qui m'a surpris. Elle est rentrée du supermarché avec une boîte de saumon, du saumon en conserve avec les arêtes. Elle m'a dit « Papy, c'est bon pour tes genoux. » Tu sais, j'ai souri, pensant qu'elle avait lu ça sur une vidéo de réseau social. Mais elle avait raison.
Les arêtes molles, dans ces conserves cuites à haute pression, sont pleines de calcium et de collagène marin. Et surtout, elles sont faciles à digérer, même pour un estomac fatigué. Et il y avait le bouillon d'os, celui que je laissais mijoter des heures dans une grande marmite. J'y mettais des os à moelle, des pieds de pulpoète, un peu de vinaigre de cidre, des légumes de saison. Je buvais ce bouillon le matin à jeun, comme un élixir. J'ai dormi plus profondément ces nuits-là, et au petit matin, mes genoux me semblaient moins réticents à se plier. Je pourrais encore vous parler de la soupe de haricots noirs aux algues kombu, inspirée des traditions japonaises, ou du velouté de potiron au lait d'amande et graines de chia, que je préparais le soir pour apaiser mes ligaments et mes pensées. Ou encore de cette soupe de pâte de poulet aux graines de lotus et dattes rouges, qui agissait à la fois sur mes articulations, ma mémoire et mon sommeil. Mais au-delà des recettes, c'est l'acte lui-même qui m'a transformé, le fait de cuisiner pour me soigner, de prendre le temps, de respecter le processus. Je n'étais plus dans la logique du vite fait, bien fait. J'étais dans la lenteur réparatrice, dans la régularité. Et c'est cela, je crois, que la médecine moderne a parfois oublié. Le temps que demande la guérison. Ces soupes, ces bouillons, ces plats d'apparence modeste sont devenus mes piliers. Ils m'ont redonné non seulement de la mobilité, mais une forme de dignité, celle de pouvoir marcher sans canne, de monter l'escalier sans douleur, de préparer le petit déjeuner à ma femme comme avant. Je ne vous dis pas que c'est une solution miracle. Je vous dis que c'est une voie possible, accessible, concrète. Une façon de reprendre en main ce que la vieillesse semblait vouloir me retirer, le contrôle de mon propre corps. Et vous savez, ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas l'efficacité de ces soupes, c'est leur simplicité. Pas d'ingrédients rares, pas de compléments sophistiqués, juste des aliments vrais, entiers, mijotés avec patience. Je suis médecin. J'ai prescrit des milliers de traitements dans ma vie. Mais aujourd'hui, si je devais écrire une ordonnance à quelqu'un qui souffre de douleurs articulaires chroniques, je commencerais par ceci. Buvez 3 fois par semaine une soupe maison à base de peau, de tendons ou d'os et observez ce que votre corps vous dira. Il vous dira peut-être ce qu'il m'a dit à moi. Merci, tu ne m'as pas abandonné. J'ai passé ma vie à accompagner des êtres humains dans leur combat contre la douleur, contre l'angoisse de la maladie, contre la perte progressive de leurs capacités. Et pourtant, ce n'est que lorsque j'ai moi-même été confronté à l'humiliation discrète de ne plus pouvoir me lever sans grimacer que j'ai compris une vérité que ni les livres, ni les hôpitaux ne m'avaient enseignée. Ce qui nous blesse le plus en vieillissant, ce n'est pas seulement la douleur, c'est la perte de notre autonomie. Je vous le dis avec une franchise que seuls les cheveux blancs peuvent s'en se permettre. J'ai eu honte. Oui, honte de devoir m'appuyer contre les murs pour me hisser debout. Honte de devoir dire à ma femme « Attends, moi, je viens plus lentement ». Honte de ressentir que chaque marche d'escalier devenait une menace. Ce n'est pas tant la gêne physique qui m'étouffait, mais cette pensée lancinante que je n'étais plus celui que j'étais, que je glissais lentement mais sûrement vers une forme d'effacement. Le monde ne nous prépare pas à cela. On parle de retraite comme d'une libération, d'un repos mérité. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est le silence pesant des matinées où l'on met 5 minutes à enfiler une chaussette. Ce que l'on cache, c'est ce regard furtif dans le miroir quand on se surprend à boiter. Et surtout, ce que l'on tait, c'est la solitude particulière de celui qui ne veut pas déranger. Quand j'ai commencé à intégrer dans mon quotidien ces soupes riches en collagène, ces plats d'apparence modeste mais puissants, j'ai bien sûr constaté des effets physiques, moins de douleur, plus de mobilité. Mais surtout, j'ai vu quelque chose changer dans mon regard. Je n'étais plus un vieil homme en sursis, j'étais un homme en mouvement. Chaque pas gagné était une victoire. Chaque matin où je me levais sans chercher un appui devenait une célébration muette. Je me souviens d'un jour en particulier. Il faisait beau, c'était le printemps. Ma femme m'a demandé si je voulais aller au marché avec elle. C'était un trajet que j'évitais depuis des mois à cause des escaliers en pierre. Mais ce jour-là, j'ai dit oui, et j'y suis allé, sans canne, sans arrêt, sans douleur, rien que cela. Et en rentrant, je me suis surpris à pleurer. Pas de douleur, pas de tristesse, de soulagement, parce qu'à ce moment précis, j'ai senti que je retrouvais quelque chose de fondamental, ma dignité. Je parle souvent de cette notion à mes anciens collègues, à mes élèves, aux jeunes soignants. Ils me répondent poliment
Mais je sens bien que cela reste théorique pour eux. Ils ne savent pas encore ce que cela signifie d'avoir besoin d'aide pour se laver, pour marcher, pour s'habiller. Ils ne savent pas ce que cela coûte de demander. C'est pour cela que je témoigne aujourd'hui, pour rappeler que chaque petit progrès dans la récupération de l'autonomie est un immense pas dans la reconstruction de soi. Qu'il n'y a pas de guérison complète sans cette part de reconquête intérieure. Les soupes que j'ai adoptées, ces plats que j'ai redécouverts, avec humilité, n'étaient pas seulement des recettes, c'étaient des ponts entre le passé et le présent, entre l'homme que j'étais et celui que je redevenais. C'était aussi un retour à une forme de rituel, lent, patient, respectueux, et surtout, c'était un geste actif, une façon de ne pas me résigner. Et puis, quelque chose d'autre s'est produit. Les autres l'ont vu, ma femme d'abord. Elle a arrêté de me proposer sa main à chaque trottoir. Elle a recommencé à me laisser ouvrir la porte. Mes petits-enfants aussi m'ont regardé autrement. Ils ne m'ont plus vu comme le grand-père fragile qu'il faut ménager, mais comme celui qui pouvait encore jouer à cache-cache dans le jardin. Ce sont ces regards-là qui réparent, ces regards qui redonnent une place, une fonction, un rôle. Je ne veux pas vous vendre un miracle. Je ne suis pas un marchand d'espoir en poudre. Je suis médecin. Et je suis vieux. Je sais ce que c'est que de douter. Je sais ce que c'est que de se dire « c'est trop tard ». Mais je peux vous dire ceci, chaque geste que vous posez pour nourrir votre corps intelligemment est une déclaration de dignité. Chaque bol de soupe maison, chaque bouillon mijoté, chaque effort pour ne pas abandonner, c'est un pas vers plus de liberté. Et cette liberté, à notre âge, elle n'a pas de prix. J'ai connu des patients riches, très riches, qui auraient donné leur fortune pour ne plus dépendre d'un déambulateur. Et j'ai connu des femmes simples, sans diplôme, qui, grâce à leurs habitudes alimentaires, transmises de génération en génération, marchaient droite jusqu'à 90 ans. Le corps humain, voyez-vous, est humble mais exigeant. Il réclame peu, mais il réclame juste. Et si on l'écoute, si on l'alimente avec respect, il nous remercie. Il nous le rend, non pas en années supplémentaires, mais en jours pleins, en gestes sûrs, en matins légers. Aujourd'hui, je peux à nouveau marcher jusqu'à la boulangerie, préparer un repas à ma femme, ranger la cave, et même monter les escaliers sans appréhension. Pas parce que je suis redevenu jeune, mais parce que je suis redevenu maître de mes mouvements. Et c'est là, je crois, la plus belle victoire de cette aventure. Ne plus se définir par ce qu'on ne peut plus faire, mais par ce qu'on peut encore accomplir. Alors à vous qui m'écoutez, qui me lisez, je ne vous propose pas un secret miracle. Je vous propose un engagement, un chemin, celui de la reconquête de votre autonomie, un pas après l'autre, un bol après l'autre. Ce chemin, je l'ai emprunté. Il n'est ni rapide, ni facile, mais il est vrai. Et surtout, il est à votre portée. Je suis le docteur Henri Lafontaine, médecin généraliste à la retraite, et s'il y a bien une chose que la vieillesse m'a enseignée, davantage encore que toutes mes années de pratique, c'est que la santé ne dépend pas uniquement de ce que l'on soigne, mais surtout de la manière dont on vit. Et cette vérité, je ne l'ai pas découverte dans les couloirs d'un hôpital, ni dans les colonnes d'un article scientifique, mais au fond d'un bol. Un bol de soupe, fumant, humble, patient. Je l'ai déjà dit, les soupes que j'ai intégrées à ma vie n'étaient pas magiques, mais elles m'ont ramené quelque chose que j'avais perdu sans même m'en apercevoir. La présence à mon propre corps et le pouvoir d'agir au quotidien pour l'aider à se réparer. Mais au-delà de la soupe, il fallait autre chose. Il fallait comprendre comment transformer cette nouvelle habitude alimentaire en un rituel thérapeutique, en une hygiène de vie adaptée à mon âge, à mes besoins, à mes blessures. J'ai compris très vite que l'efficacité de ces plats dépendait d'une alchimie plus large. Il ne s'agissait pas seulement de manger du collagène, mais de préparer son corps à le recevoir, à l'assimiler, à l'utiliser intelligemment. Et pour cela, quelques principes simples mais puissants se sont imposés. Le premier, c'est la régularité. Le corps humain est comme un jardin qu'on ne peut arroser une fois par mois. Il a besoin de constance. Il ne réagit pas aux cures éphémères ou aux résolutions de nouvel an. Il réagit à l'amour quotidien, aux soins discrets. J'ai donc intégré ces soupes dans mon emploi du temps comme on intégrerait un médicament essentiel. 3 fois par semaine, sans faute. Parfois plus, jamais moins. Le deuxième principe,
c'est le bon moment. J'ai constaté que mon corps réagissait bien mieux lorsque je consommais ces soupes le matin, à jeun, ou le soir lorsque tout ralentit. Le matin, l'absorption est optimale et la chaleur du bouillon réveille les articulations en douceur. Le soir, elle prépare au sommeil, calme les tensions, hydrate, répare. Le troisième, c'est la combinaison intelligente des aliments. Le collagène ne travaille pas seul. Il a besoin de cofacteurs. La vitamine C pour en faciliter la synthèse naturelle. Les bons acides gras pour lubrifier les articulations. Les minéraux comme le zinc ou le magnésium pour calmer l'inflammation. Ainsi, à chaque soupe, j'ai pris l'habitude d'ajouter un fruit riche en vitamine C, comme une orange, un kiwi, ou une poignée de persil frais dans mon assiette. Ce geste, qui peut sembler anodin, a tout changé. Ce n'est pas la quantité, mais l'intelligence du geste qui compte. Mais il y avait une dernière clé, plus discrète, presque invisible, et pourtant déterminante, le mouvement. Car le collagène, aussi bien préparé soit-il, a besoin d'un terrain vivant. Il a besoin de muscles qui travaillent, de tendons qui s'étirent, de sang qui circule. Alors, j'ai repris la marche. Lentement, au début, 15 minutes autour du jardin, puis 20, puis le tour du quartier. Pas pour faire du sport, mais pour dire à mon corps, tu es encore habité, encore utile, encore capable. Ce rituel simple, manger mieux, bouger doucement, se reposer à l'heure, est devenu une nouvelle médecine. Une médecine silencieuse, mais fidèle. Et ce qui m'a touché le plus, ce n'est pas seulement la transformation physique que j'ai ressentie, mais le fait de pouvoir le transmettre à d'autres. Au fil des semaines, j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes voisins, à mes anciens patients devenus amis, à des inconnus croisés au marché. Et ce que j'ai vu m'a profondément ému. Nous sommes nombreux à souffrir en silence, à croire que la douleur est normale, que la fatigue est inévitable, que l'usure est irréversible. Mais ce n'est pas vrai. Je l'affirme avec toute la force de mon parcours médical et humain. Ce n'est pas une fatalité. Ce qui est irréversible, ce n'est pas l'âge, c'est le renoncement. Et tant qu'on refuse de renoncer, il y a de l'espoir. Je n'ai jamais aimé les grands discours de motivation. Je suis un homme de science, de faits, de constats. Mais aujourd'hui, j'ai vu trop de genoux redressés, trop de regards rallumés, trop de gestes retrouvés. Pour ne pas vous dire ceci, vous avez en vous la capacité de réparer ce qui semblait perdu. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit d'ajouter un geste, puis un autre, puis un troisième. Et jour après jour, semaine après semaine, le corps répond, il se relève, il se réorganise. Il guérit, et dans ce mouvement, dans cette lente régénération, il y a plus qu'un soulagement. Il y a une réconciliation avec soi-même, un pardon que l'on se donne pour avoir négligé son corps, un regard nouveau que l'on pose sur sa propre valeur. Car se soigner, à notre âge, ce n'est plus éviter la maladie, c'est honorer la vie qui reste. Alors, si vous êtes là à lire ces mots, à m'écouter peut-être avec un peu de scepticisme ou beaucoup d'espérance, je vous le demande simplement. Ne laissez pas le silence s'installer. Posez une question. Essayez une recette. Marchez 5 minutes. Remettez de l'élan dans vos gestes. Et si un jour vous vous levez le matin sans douleur aux genoux, sans cette raideur qui vous cloue depuis trop longtemps, alors souvenez-vous de ceci, vous ne devez pas votre mieux-être à un miracle. Vous le devez à un choix humble mais régulier, un choix qui dit oui à la vie, même quand le corps doute. C'est tout ce que je vous souhaite, de tout cœur, d'un médecin à un humain, d'un vieil homme debout à tous ceux qui cherchent encore leur élan. Ce que j'aimerais vous transmettre, au terme de cette longue confession médicale et humaine, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer le cours de sa propre santé. Je ne vous parle pas ici de rajeunir ou de courir un marathon. Je vous parle de quelque chose de bien plus profond, retrouver une forme de dignité dans le vieillissement, une capacité à rester actif, présent, autonome, et surtout vivant dans chaque geste du quotidien. En tant que médecin à la retraite, j'ai vu défiler des milliers de patients, des hommes et des femmes qui bien souvent n'avaient même pas besoin d'ordonnances, mais de réconfort, de clés concrètes, de solutions accessibles. Trop de fois, j'ai entendu « Docteur, je suppose que c'est normal à mon âge ?» et je répondais poliment
Mais au fond, je savais que ce fatalisme est un piège. Ce que j'ai vécu moi-même m'a ouvert les yeux. Ce n'était pas l'âge qui m'écrasait, c'était le manque de réponses adaptées à mon corps vieillissant. Et c'est dans la cuisine, dans une soupe chaude, dans une promenade lente, dans une main tendue que j'ai retrouvé mes appuis, pas seulement physiques, mais psychologiques, affectifs, humains. Je vous ai parlé de collagène, de bouillon, de recettes oubliées. Mais le fond de mon message est ailleurs. Votre corps mérite qu'on le traite avec intelligence, mais aussi avec amour. Il n'est pas un fardeau, il est le véhicule de votre liberté. Et chaque petite action que vous entreprenez pour le soutenir, mangez mieux, marchez plus, vous reposer avec justesse, est un acte de résistance joyeuse contre la résignation. Vieillir n'est pas s'effacer. Vieillir, c'est choisir de rester vivant, à son rythme, avec ses moyens, mais avec volonté. Et parfois, il suffit d'un détail, d'un plat redécouvert, d'un conseil bienveillant pour qu'un tournant se fasse. J'en suis la preuve. Ce que je vous invite à faire maintenant, ce n'est pas tout changer du jour au lendemain. Non. C'est de choisir un geste simple. Peut-être préparer une soupe différente cette semaine, ou bien marcher 10 minutes après le dîner, ou simplement poser votre main sur votre genou et vous promettre de l'écouter plus attentivement. Car la guérison commence souvent par l'intention. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce que vous traversez, d'autres le vivent. Et ensemble, nous pouvons créer une communauté d'écoute, de partage, de reconstruction. La santé après 60 ans ne repose plus uniquement sur les médicaments. Elle repose sur une approche holistique, quotidienne, où la nutrition, le mouvement, le repos et le lien humain sont les piliers fondamentaux. Nourrir ses articulations, ce n'est pas du luxe. C'est une façon d'honorer son âge et sa vie. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une action douce mais constante. Remplacez un plat transformé par un bouillon maison. Faites un pas de plus que d'habitude. Éteignez la télé 15 minutes plus tôt pour mieux dormir. Et surtout, ne restez pas passif face à votre douleur. C'est votre corps, votre vie, votre pouvoir. D'après vous, quelle est la chose la plus facile à changer dans votre routine pour commencer à prendre soin de vos articulations? A. L'alimentation, soupe, bouillon, moins de sucre. B. L'activité physique, petite marche, étirement doux. Merci de laisser votre réponse en commentaire ci-dessous. Partager votre choix, c'est aider d'autres à se sentir moins seuls. Et si ce que je vous ai raconté vous a touché, je vous invite avec sincérité à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Cela m'encourage, à mon âge, à continuer à vous transmettre ce que la vie m'a appris. Et si vous souhaitez soutenir cette démarche, vous pouvez aussi faire un don, même symbolique, pour permettre à cette chaîne de survivre, d'évoluer et de rester sans publicité. Chaque don, petit ou grand, est une marque de confiance. Et je vous en remercie du fond du cœur. Car oui, je suis un vieux médecin, mais je veux encore servir. Et si vous êtes là à lire ces mots, c'est que ce service a du sens.